Madame, Monsieur, c'est un nouveau numéro de la rubrique L'invité du soir sur ETélé. Bonsoir, bienvenue à tous. La Constitution du Bénin a été révisée, vous le savez, le 15 novembre dernier par les députés de la 9e législature. Cette révision a introduit de nouvelles dispositions, bicamérisme du Parlement, trêve politique après l'élection présidentielle et les mandats électifs qui passent désormais à 7 ans. Comprendre ces réformes, c'est l'exercice que nous ferons ce soir sur ce plateau qui a pour thème le septennat, gage d'efficacité et de stabilité ou risque d'enlisement. C'est une interrogation et ce sera justement avec notre invité des vendredis soirs, Irénée Agossa. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, Irénée Agossa, géographe aménagiste, manager qualiticien, ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, ancien directeur général de l'ES-Sonacop et puis membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. À nouveau, bienvenue à vous Irénée Agossa. Je le disais, on va s'intéresser à cette révision de la Constitution béninoise. Selon vous, Irénée Agossa, quel est l'objectif principal visé par le passage au septennat, puisque désormais c'est 7 ans? Désormais, c'est 7 ans, c'est vrai. Mais pour comprendre ce choix, la fixation sur le chiffre 7 n'est pas pertinente. Mais plutôt, comment le chiffre a été déterminé. Madame la journaliste, la transmission est importante dans tout processus de développement. Ici, nous avons un problème de transmission du développement. Si on vous transmet, par exemple, un objet d'art, et que vous l'avez reçu, je dirais, de votre maman ou de votre papa, et que cet objet d'art n'est pas utile dans votre salon, vous allez certainement jeter ça à la poussière. Parce que c'est transmis, mais l'effet de transmission qui ne permet pas de résoudre un problème chez vous fait que cet objet d'art n'a plus la valeur qu'elle a. Et vous pouvez aller acheter d'autres choses pour pouvoir satisfaire le besoin qui se manifeste en vous. C'est ça le problème que nous avons d'abord au Bénin. La transmission du développement. Donc, ce qui fait que quand on transmet le principe du développement à l'autre, quelqu'un qui y transmet, l'autre ne voit pas l'utilité et on est dans un éternel recommencement. On est dans un éternel recommencement. Donc, ce problème de transmission du développement est caractérisé ici par les fondamentaux du développement. Et cela est visible à travers les projets qui font de ces fondamentaux des réalités dans le pays. Exemple, les fondamentaux du développement, ici, qui constituent désormais l'objectif du temps qui a été fixé. Donc, si je donne un exemple d'un fondamental du développement, c'est-à-dire, nous allons vers l'implantation des infrastructures de développement. C'est un fondamental du développement. Et dans ce fondamental du développement, il faut des réalisations des projets. Je prends le projet de la mise en communication de toutes les communes du Bénin. Voilà un projet qui, en fait, est un fondamental du développement. Et on se pose maintenant la question, combien de temps il nous faut pour pouvoir réaliser ces projets de manière à rendre plus visibles les fondamentaux du développement et permettre à ce que le développement soit transmissible pour que l'équipe qui va prendre le relais ne reprenne pas à zéro. Or, ce qu'on faisait depuis 1990 jusqu'en 2016,
c'est la reprise permanente à zéro. Parce que simplement, nous n'avons pas évalué qu'est-ce qui temps il nous faut pour rendre transmissible le développement. Comment il faut le faire. Et je vous disais tantôt que le chiffre 7 n'est pas ce sur quoi il faut se fixer. Il faut voir plutôt combien de temps il nous faut pour qu'une équipe rende transmissible le développement. C'est-à-dire permettre à ce que les fondamentaux soient installés et qu'on puisse les installer à travers les projets qui soient structurants. Et dès que nous avons fixé ça, nous nous disons, mais alors, l'équipe qui va venir aura combien de temps pour faire en sorte que cela soit une réalité. Et à partir du président Talon, on a compris qu'il fallait aller un peu plus au-delà des 5 ans. C'est pour cette raison qu'on a fixé une moyenne de 7 ans. Donc, celui qui ne pense pas à cela et qui fixe directement toutes ses idées sur 7 ans, il ne comprend rien. C'est parce qu'aujourd'hui, les objectifs principaux du septennat se trouvent dans le contexte béninois, dans la mise en place de ces fondamentaux. Les fondamentaux tels que les fondamentaux infrastructurels, les fondamentaux politiques, les fondamentaux institutionnels, les fondamentaux économiques, les fondamentaux sociaux du développement de notre pays, les fondamentaux énergétiques, pour permettre à ce que nous puissions mettre en place notre système industriel. Et c'est ainsi qu'on comprend qu'avec le septennat, nous disposerons d'un mandat suffisamment long pour conduire les projets structurants. Rompre avec la culture de l'urgence et du court terme. Privilégier la cohérence des politiques publiques. Favoriser la maturité institutionnelle en évitant les campagnes électorales trop proches. Parce que ce qui crée la difficulté est que dès qu'une équipe est en place pour mettre en place ses fondamentaux et elle entame, elle se retrouve nez à nez avec déjà une autre campagne électorale compte tenu du temps d'exécution. Donc, il faut alors l'élargir. Donc, le septennat nous permet de favoriser la maturité institutionnelle en évitant les campagnes électorales trop rapprochées. Une gouvernance stable, plus efficace, orientée vers le long terme. Ce que je peux vous donner rapidement comme exemple, c'est la France. La France n'a pas été construite à partir de Mitterrand ni de De Gaulle. La France a été construite depuis les rois. La France a été construite depuis cela et ça a pris du temps pour mettre en place les fondamentaux. Les autres sont juste venus pour gérer alors cette transmission de développement. Donc, on leur a bien transmis le développement. Ils sont entrés dans cette culture et pour gérer le développement, ils ont pris 7 ans depuis la Troisième République. C'est ce septennat. C'est là qu'à partir de 2002, avec Chirac, qu'on est revenu au quinquennat pour montrer que l'équipe qui veut gérer peut maintenant, avec ce temps court, régler les problèmes. Nous ne sommes pas là. Nous sommes à une phase de construction, de mise en place des fondamentaux du développement. Nous ne sommes pas encore un pays développé. Nous sommes un pays qui est en train de se construire. Ça prend du temps. C'est pour cela que aujourd'hui, nous avons opté, c'est-à-dire le pays a opté à travers le Parlement pour un septennat fondé bien sûr sur ces objectifs importants. Alors les chefs d'État, les prochains chefs d'État auront un mandat de 7 ans, de même que les députés. Et c'est bien, Irénée Agossa, que vous ayez commencé à parler de cette transmission de développement. On voudrait que vous alliez plus en détail en nous disant comment est-ce que concrètement ce septennat-là va impacter la planification, mais aussi la mise en œuvre des grands projets d'infrastructures ou de réformes structurelles au Bénin. Un mandat de 7 ans permet d'agir sur 3 aspects essentiels.
une planification réaliste, car les grands projets, je veux parler des routes et énergie, la digitalisation, l'aménagement urbain, etc., s'étalent souvent sur 5 à 8 ans. Un mandat de 7 ans permet de planifier sans précipitation et de démarrer les travaux avec une certitude, sans craindre une interruption politique brutale. Donc, on est dans la certitude qu'on peut continuer. Et c'est ça, le septennat. Et je le dis, le deuxième aspect essentiel, c'est-à-dire la continuité dans l'exécution. Car les projets de transformation, la transformation administrative, c'est-à-dire je veux parler de la réforme administrative, la modernisation fiscale, la professionnalisation du secteur agricole, etc., sont efficaces lorsqu'ils sont conduits par le même leadership du début à la fin. Le troisième aspect essentiel, c'est l'évaluation et l'ajustement, c'est capital. Donc, le septennat offre le temps d'ajuster les réformes, de les corriger en fonction des réalités du terrain et d'assurer un suivi rigoureux. Concrètement, un mandat plus long, un mandat 7 ans, réduit la discontinuité, limite les interruptions brutales et permet d'obtenir des résultats visibles pour le bien-être de nos populations. Irénée Agossa, vous nous diriez également, sauf erreur de ma part, que ce septennat favorise également la stabilité politique, mais aussi la confiance des investisseurs nationaux et étrangers, n'est-ce pas? Absolument, puisque la stabilité est importante, puisque cette stabilité a été déjà mise en place à travers des fondamentaux dont j'ai parlé, les réformes politiques. Donc, la stabilité est l'un des premiers critères observés sur, c'est-à-dire, le terrain. Et cela est pris en compte par les investisseurs. Donc, un mandat prolongé réduit l'incertitude liée à la transition, c'est-à-dire aux transitions politiques fréquentes. Parce que là, il n'y a pas cette fréquence de transition. Limite les périodes de tension électorale. Donne de la visibilité sur la politique publique. Je veux parler de la fiscalité, l'économie et la régularité du fonctionnement. Et bien sûr, faire en sorte que les entreprises et les bailleurs apprécient une gouvernance prévisible et durable. Un pays dont les orientations ne changent pas tous les 4 ans et 5 ans est plus attractif. Pour les investisseurs nationaux, le septennat signifie quoi? Moins d'interruptions dans la commande publique, plus de cohérence dans les projets économiques, un climat d'affaires plus serein et qui permet d'être plus en confiance. Pour les investisseurs étrangers, davantage de visibilité sur les partenariats, un meilleur cadre pour les projets à long terme. Je veux parler du partenariat public-privé, les infrastructures, l'énergie, les zones économiques spéciales, etc. En d'autres termes, la stabilité politique, ici, engendrée par un mandat plus long, constitue un levier direct d'attractivité pour notre économie. Irénée Agossa, on parle également de l'enlisement, du risque d'enlisement ou de personnalisation excessive du pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait ce risque, que ce risque ne serait quand même pas réel avec ce septennat? Oui, ce risque est réel, d'autant plus que tout modèle comporte des risques, mais ils ne sont pas automatiques, puisque tout système aujourd'hui, à tout moment, concerne des risques. Il n'y a pas le risque zéro. Donc, l'enlisement ou la personnalisation du pouvoir ne découle pas de la durée du mandat, mais de la faiblesse des contre-pouvoirs, du manque de transparence, de polarisation plutôt politique. Nous avons dans le pays la polarisation politique. Donc, la personnalisation du pouvoir est limitée au Bénin par plusieurs éléments.
C'est-à-dire les éléments ici, c'est-à-dire le financement public qui a été décidé dans les réformes, le financement public des partis politiques, l'impossibilité d'exercer plus de 2 mandats de sa vie, cela empêche l'enracinement au pouvoir. Donc, la séparation claire des pouvoirs, la justice, l'exécutif, le législatif, il y a une séparation claire. La montée en puissance du contrôle parlementaire, le vote de la loi de règlement. Nous avons le bicamérisme parlementaire. Donc, désormais, nous avons 2 chambres qui vont renforcer le contrôle des politiques publiques. L'indépendance croissante de la justice. Et là, il faut féliciter le président de la République, qui refuse toujours d'intervenir dans le domaine de la justice et dans les autres domaines du pays. La Cour constitutionnelle ainsi joue un rôle majeur dans la régulation de la vie publique et peut arrêter toute forme de dérive. Le système béninois est pensé pour éviter toute forme d'abus, quelle que soit la durée du mandat. Irénée Agosta, dans cette révision de la Constitution, il y a 3 termes qui interviennent. Nous avons le Sénat, la création d'un nouveau Sénat, il y a la trêve politique, mais aussi le septennat où les prochains présidents vont avoir un mandat de 7 ans, mais aussi les députés. Alors, faut-il voir, Irénée Agosta, une liaison entre ces 3 éléments que les députés viennent justement d'introduire dans la Constitution béninoise? Oui, il existe une cohérence globale entre les 3 réformes. Ces réformes que vous voyez, ces 3 réformes, forment un triptyque répondant à une philosophie politique précise du régime de la rupture. Donc, ce n'est pas sorti du néant. Du fait, alors, le septennat pour donner du temps au développement. Ça, c'est le septennat. La trêve politique pour contraindre les Béninois à construire ensemble et ne pas épuiser le pays sur 7 ans de chamaille. Nous sommes habitués à rester ensemble pour détruire. Il faut nous habituer désormais à construire, nous donner la culture de la construction. Le Sénat pour jouer le rôle de déontologie politique dans la République. Améliorer la qualité des lois et gardien du temple de nos acquis. C'est un changement de paradigme pour le Bénin. Passant d'une démocratie élective à une démocratie plus ancrée dans la réalisation, c'est-à-dire une démocratie du développement. Donc, nous ne serons plus dans cette succession d'élections où les partis regorgent des gens qui veulent participer simplement à des élections, où nous avons des clubs électoraux. Nous passons désormais à une démocratie du développement où les partis seront des institutions permettant de mettre en place aussi des institutions solides de la République et conduire à une stabilité politique et une stabilité institutionnelle, à un équilibre institutionnel dans le pays. Donc, cet ensemble de réformes qui a été mis en place n'a pas été mal pensé. Ça sort du génie béninois et permet de protéger notre démocratie et d'assurer notre développement. On comprend clairement dans ce numéro que le septennat, qui est une réforme dans la nouvelle constitution, va favoriser quand même la transmission du développement au Bénin, mais il comporte également des risques. On va continuer cette interview avec l'actualité du moment. Vous le savez, Irénée Agosta et chers amis téléspectateurs internautes, les partis politiques viennent de franchir une nouvelle étape. Ils ont déposer les candidatures pour les élections législatives de 2026, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent, Moël Bénin, les démocrates, mais aussi un autre parti, un GSR, ont pu faire le pas, ont pu déposer le dossier de candidature. Quelle est votre lecture par rapport à cette actualité? Nous avons une démocratie qui est vivante.
Et nous avons aujourd'hui un processus électoral où tout le monde est d'accord. Un processus électoral transparent, crédible, accepté par tous. Tout le monde va déposer les dossiers. Et personne ne remet en cause le processus. Donc, cela est une forme d'avancée énorme de notre démocratie. Mais aujourd'hui, il faut bien sûr souhaiter que tous les partis soient en règle vis-à-vis de la Sénat et vis-à-vis de la réglementation dans notre pays. Je veux parler des démocrates. Qu'ils fassent tout pour que les dossiers soient à jour. Et là, qu'ils participent à cette élection et qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation qu'on dit dans notre pays. Ils ne savent pas danser, ne savent pas se mettre au rythme du tam-tam, donc ils ne savent pas danser et ils accusent les saints. Si tu ne sais pas danser, ce n'est pas à cause de tes saints. Ou bien, madame. Donc, je vais parler d'une femme. Si c'est vous, vous voulez danser, vous savez danser, ce n'est pas vos saints qui vont vous empêcher de savoir danser. Mais si vous ne savez pas danser, ne dites pas que c'est à cause de vos saints. Donc ici, s'ils ne sont pas prêts administrativement, ce n'est pas les institutions de la République. Aujourd'hui, qu'ils fassent tout pour être prêts. Et l'autre chose, ils ont fait un choix politique. Le code a permis à tout le monde d'aller vers des formes, bien sûr, d'accord de gouvernance ou d'accord parlementaire. Ils ont dit qu'ils n'en veulent pas. La loi est claire. Ils sont partis du peuple. Ils n'ont qu'à se battre pour avoir les 20% exigés par circonscription électorale. Aucune loi ne dit que s'ils sont de l'opposition, comme ils sont de l'opposition, ils doivent être obligatoirement présents au Parlement s'ils ne respectent pas les conditions exigées par la loi. Et ils étaient avertis depuis. Le président de la République a pris la parole la fois dernière et les a exhortés à ce qu'ils fassent le pas vers les autres pour que nous puissions ensemble rester dans l'esprit du développement du pays. Et ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas collaborer avec des diables, qu'ils veulent être avec les saints qui sont partis du peuple. Mais c'est clair, si jamais ils n'ont pas les 20% exigés par circonscription électorale, ils seront absents du Parlement. Et cela ne veut pas dire que notre processus est en panne. Ça veut dire qu'ils ont choisi délibérément de ne pas participer au jeu parlementaire dans notre pays. Mais ce n'est pas notre souhait. Nous voulons bien qu'ils se battent et qu'ils soient en règle d'abord et qu'ils participent et que le peuple qui le représente, eux, les soutienne. Mais je veux les avertir, ils ne sont pas le peuple. Nous sommes tous membres de ce peuple. Et chacun de nous va se battre pour montrer enfin qui est le vrai parti du peuple. C'est enfin qui est le vrai parti du peuple. Et quel est ce parti? Ça serait à la fin du scrutin. Et comme on le dit chacun, s'il ne fait pas nuit et que le marché ne finit pas, on ne sait pas à quel niveau il y a eu mes ventes. Mais il faut qu'ils participent d'abord à l'animation du marché. Il ne faut pas qu'ils ne soient pas à l'animation du marché. Ils n'ont rien à vendre. Et finissent par dire qu'ils ont les meilleurs produits du marché. Et c'est parce qu'on les a empêchés à venir exposer leurs produits qu'ils n'ont pas pu vendre. Non. Aujourd'hui, ils ont toutes les possibilités de s'installer. Et nous les exhortons à ce qu'ils soient présents. Et nous les rassurons. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que la loi serait la même pour tous. Et vive la démocratie. Irénée Agossa, il nous plairait également d'avoir votre mot sur ce parti qu'on ne connaissait pas sur la scène politique, le parti GSR, on ne le connaissait pas forcément. Ah mais vous ne connaissez pas le parti du doyen Guédou. Hein. Le doyen Guédou est membre du cadre de concertation de l'opposition. Mais pourquoi il ne peut pas s'entendre avec les autres, au moins dans un accord parlementaire pour rester ensemble? Je ne sais pas s'ils en ont fait. Mais si le doyen Guédou voit qu'au-delà des 10%, il est capable d'avoir 20% par circonscription, la loi n'interdit pas. Mais que le doyen Guédou ne vienne pas à la fin dire qu'on l'a empêché d'avoir les 20%, ou bien qu'on l'a empêché de participer à l'élection parce qu'il n'aurait pas réuni la totalité de dossiers dont on a besoin pour être
désormais déclaré capable de participer à ces élections. Mais je crois bien qu'il est capable de le faire et il sait tout ça. Nous attendons que nous nous voyons sur le terrain pour qu'on puisse désigner enfin ceux qui seront députés au Parlement. Merci à vous, Irénée Agossa. C'est déjà la fin de cette interview. Ce soir, le thème qui nous a intéressé, c'est le septennat, gage d'efficacité et de stabilité ou risque d'enlisement. Nous avons essayé de répondre à cette interrogation avec vous, Irénée Agossa. Vous êtes géographe, aménagiste, manager, qualiticien, ancien conseiller à la HAC, ancien directeur général de l'ES Sonacop, membre du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau. Madame, monsieur, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro.